Le cycle haussier de l'or s'épuise-t-il sur le marché des matières premières, sur le compartiment des métaux précieux? En clair, il n'est plus temps d'acheter pour la première fois du gold en bourse, mais il est temps de gérer ses gains. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Alors, que le cours de l'or, le métal jaune, le gold, le XAU-USD, a atteint en avril 3500 $. 3500 $ qui est parmi toutes les cibles techniques, théoriques, haussières envisagées depuis, rappelez-vous, le signal d'achat majeur qui a été donné en février 2024, lorsqu'il y a eu une cassure dans l'ancien record historique. C'était un signal de continuation de la tendance haussière. Depuis, le marché a gagné 1500 $ par once. 1500 $ par once entre février 2024 et le mois d'avril 2025. Les supports sont archi loin. Le ratio rendement-risque est archi défavorable pour quelqu'un qui viendrait maintenant acheter pour la première fois de l'or. Mais naturellement, si vous suivez cette émission, j'espère que ce n'est pas le cas et que vous l'avez acheté depuis belle lurette. Et maintenant, vous vous posez la question, alors que ça semble bloqué, peut-être même un double top à 3500 $. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs pour ce double échec à 3500 $. Mais tout de même, beaucoup de données. J'ai rassemblé beaucoup de données qui montrent que nous sommes beaucoup plus proches de la fin du cycle haussier que du début du cycle haussier. Facile à dire. Attention, l'or alterne sur le long terme des phases d'impulsion et des phases de pause, des phases de range. Et c'est justement quand ces phases de range ne sont pas intervenues depuis longtemps ou ces phases de retracement qu'elles finissent par arriver. Alors, bon, écoutez, en clair, moi je vous donne mon point de vue. Moi j'estime qu'il n'est plus temps d'acheter de l'or pour la première fois. Je ne dis pas, bien sûr, qu'il faut vendre votre or. Sur le très long terme, c'est même hors de question. Mais imaginons, je me mets à la place, mettons-nous dans la peau, et c'est probablement le cas parmi vous, d'un investisseur qui est long d'un ETF Gold depuis plusieurs mois, qui gagne 40-50% en plus-value latente. Voilà. Sur votre ETF Gold, sur votre compte de trading, vous êtes à plus 40% sur votre ETF Gold. Et vous vous posez la question, bon, la hausse s'épuise, le momentum diminue, il y a des arguments fondamentaux qui commencent à laisser envisager que les 3500 $ pourraient être le top annuel, ou tout du moins de cette première partie d'année. Je gagne 40%. S'il y a un risque que ma plus-value latente, actuellement à plus 40, retombe à plus 20 ou plus 25, dois-je sortir à plus 40 pour rentrer plus bas? Dois-je remonter mon stop de protection? Enfin, que faire? Bon. Alors, bon, c'est une affirmation, bien sûr, qui est en débat. L'affirmation de base, standard, toute simple, il n'est plus temps d'acheter de l'or en bourse, ça dépend sur quel horizon de temps on se place. Mais là, je rassemble les horizons de temps court terme, moyen terme, long terme. Si vous voulez, en début d'année 2024, lorsque l'or, après plusieurs mois de range, fait une cassure technique haussière de son ATH et donne un signal de continuation haussière, là nous pouvons dire, oui, il est temps d'acheter de l'or en bourse, puisque l'or était en range sous une résistance, qui casse la résistance, c'est un signal de continuation. Là, depuis le début de l'année 2025, le marché était jusqu'à en hausse de plus 30% lorsqu'il a tapé 3500 $ par deux fois, avant que la perf ne retombe à plus 20. Bon. C'est ça la question en fait. Est-il temps d'acheter de l'or en bourse lorsqu'en 12 mois il a gagné 1500 $ par once, lorsque depuis le début de l'année il a gagné jusqu'à 30%? C'est quand même beaucoup moins confortable que lorsqu'il est juste au point de départ d'un breakout haussier, après plusieurs mois de pause et d'accumulation. C'est ça la question. Bon. Alors, j'ai rassemblé, il y a dans cette partie, alors, il n'y a pas de slide, je n'ai pas fait de slide surchargé comme d'habitude avec plein de choses à lire.
c'est tout simple. Des slides avec un titre et à chaque fois des illustrations. J'ai rassemblé 8 arguments techniques et fondamentaux qui, selon moi, me font penser que le cycle haussier s'épuise. Vous allez voir notamment que du côté institutionnel, l'exposition acheteuse se réduit. N'oubliez pas, j'ai pu à plusieurs reprises, notamment sur le marché des changes, vous montrer que les institutionnels sont toujours en avance sur l'action des prix, par rapport aux traders particuliers notamment, et les traders institutionnels, ce que montrent les metrics depuis quelques semaines, à la fois sur les ETF Gold, mais aussi les contrats futurs et les contrats d'options, c'est que l'exposition à l'achat est en train de se réduire. Je n'ai pas dit qu'ils shortaient. J'ai dit que les données fondamentales de flux, les données officielles, remontées par la bourse de Chicago, avec la CFTC qui est le régulateur américain des contrats à terme, les données publiques montrent que depuis quelques semaines, ils réduisent significativement leur exposition à l'achat. Ils prennent des profits. Par contre, il n'y a pas d'augmentation des positions short. Ils ne passent pas vendeurs pour jouer la baisse. Ils encaissent les gains. Et ça, c'est une nouveauté. Ils ne l'ont jusqu'à présent pas fait. Et ça a sérieusement commencé depuis qu'on a atteint cette zone des 3400-3500 $ l'once d'or. C'est ça que je vais mettre en avant dans cette vidéo. Je vous donne les faits. Alors, première partie. Donc pas de slide à surcharger, que des titres et j'illustre. Première partie, les cibles théoriques long terme ont toutes été dépassées. Cette fameuse VAT5, tout a été dépassé. Il restait ces 3500 $, ça a été fait. Si on va au-delà de 3500 $, du côté des cibles théoriques, il va falloir aller dans des surextensions d'extensions. Bon. Deuxième partie, le ratio rendement-risque maintenant est archi défavorable. Il y a quelqu'un qui n'a jamais acheté de l'or, qui l'achète maintenant, il a un ratio rendement-risque qui est défavorable. Le ratio rendement-risque, perspective de gain par rapport au risque de perte. Les supports étant super bas, le risque de perte est élevé, de baisse est élevé. Tous les objectifs de cours étant été dépassés en théorique, l'espérance de rentabilité est donc plus faible que le risque de perte, au stade actuel, pour quelqu'un qui ne s'est jamais positionné. Troisième partie, attention au dollar, qui est maintenant survendu, qui est revenu sur support. Alors le dollar, moi je l'ai beaucoup suivi, vous savez que j'ai beaucoup accompagné sa baisse. Mais attention, il y a quand même une corrélation inversée entre dollar et gold, et vous allez voir que la baisse du dollar a énormément permis à l'or cette année d'atteindre 3500 $, donc il faut surveiller le dollar. Ensuite, les flux nets sur les ETF, attention, les flux nets deviennent négatifs sur les ETF pour la première fois depuis le début de l'année. Attention du côté des institutionnels, sur les contrats futurs et les contrats d'options, ils réduisent leur exposition à l'achat. Je vais vous montrer toutes les données. Ensuite, oui, bien sûr, l'aspect fondamental, l'aversion au risque, la guerre commerciale, la diplomatie commerciale avance. Et vous allez voir que la guerre commerciale à outrance a énormément aidé l'or à atteindre 2500 $. Alors si la diplomatie commerciale prend le dessus. Septième partie, les taux d'intérêt. Et oui, des taux d'intérêt qui se maintiennent à un niveau élevé détournent des capitaux de l'or. L'intransigeance de la Fed, la dette souveraine américaine qui a été dégradée. Alors, les taux longs américains remontent, ça sanctionne le fait que l'Amérique s'endette, mais en même temps, il y a aussi l'aspect refuge du gold. Tout ça, bien sûr, est en débat, mais il n'empêche que si la Fed ne pivote pas, ne reprend pas la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux avant la rentrée, voire au-delà, ça peut mettre la pression sur les actifs qui sont inversement corrélés au taux d'intérêt. Le gold en fait partie. Bien sûr, l'arbitrage or et or numérique, or et bitcoin. Et enfin, dans la dernière partie, j'ouvrirai une réflexion sur quels seraient les facteurs fondamentaux qui pourraient permettre à l'or d'aller dans la surextension de l'extension, de pulvériser 3500 $ dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, en vous proposant une présentation, alors qui peut sembler chargée en apparence, parce qu'elle va être longue, parce que nous allons passer en revue beaucoup de facteurs que je vous ai décrits à l'instant à l'oral. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas de slides surchargés. Je vais passer ici, vous êtes face à un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires. Si vous voulez, rappelez-vous, dans le suivi Fast and Forex sur le gold, nous avons proposé un suivi haussier, en particulier ici,
lorsque en février 2024, le cours de l'or a réalisé un breakout de son ancien record historique. Record historique qui avait été établi ici à 2075 $, l'once au moment d'ailleurs de la crise sanitaire. Lorsque je vous propose mon opinion qui est de dire qu'il n'est plus temps d'acheter de l'or en bourse, je ne dis pas que l'or va s'effondrer, je dis simplement qu'il est temps d'acheter de l'or en bourse quand par exemple, après une grande impulsion, on a fait plusieurs mois de range, plusieurs mois d'accumulation et qu'on donne le signal de breakout, oui, là il est temps d'acheter de l'or, car le ratio rendement-risque est bon. Mais quand depuis plus d'un an, même au-delà, le marché monte en ligne droite, que les supports sont loin, qu'il n'y a pas eu de range, impulsion, un range. Notez que je suis sur un graphique de long terme. Impulsion, un range, impulsion, un range, impulsion. Vous vous dites bien que viendra le moment où le marché entrera à nouveau en range. Autant ici, il était temps d'acheter de l'or en bourse, autant ici, quelqu'un qui n'est jamais entré ne peut pas rentrer au prix actuel. Ou il prend le risque que le marché retrace ou marque une pause. Donc, quand même, l'or a gagné 1500 $ l'once depuis le breakout, en passant de 2000 à quasiment 3500. Et depuis le début de l'année, il est monté jusqu'à plus 30 et maintenant il est à plus 20. Alors, c'est parti, on attaque la première partie. Le cycle haussier de l'or est en train de s'épuiser. Première chose, tous les objectifs haussiers théoriques, toutes les cibles théoriques haussières, les plus ambitieuses, toutes les cibles théoriques haussières les plus ambitieuses ont été dépassées. Alors, les cibles théoriques haussières les plus ambitieuses, j'ai à gauche un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles, et à droite, les bougies japonaises en données journalières. Vous savez, lorsque vous êtes face à un nouveau record, je suis en échelle logarithmique, d'accord ? Donc ce graphique de long terme, qui quand même vous présente quasiment 60 ans, vous montre qu'en fait, l'or, quels que soient les horizons de temps, alterne des impulsions et des ranges ou des retracements. Des impulsions pluriannuelles de long range, des impulsions pluriannuelles de long range, des impulsions pluriannuelles et à plus court terme. En données hebdomadaires, l'alternance est aussi régulière. Impulsion, range, impulsion, range, impulsion. Comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi je pose cette question. Mais tout d'abord, on peut se poser la question, pourquoi 3500? Alors, nous sommes sur un no man's land technique, nous sommes sur un no man's land technique, sur un nouveau, ici, record historique, j'actualise la page. Lorsque nous entrons comme ça dans une phase de nouveau record historique, la seule façon de se projeter pour les objectifs de course, ce sont les extensions. Le cycle héliotiste, c'est toujours un cycle héliotiste complet haussier, c'est en 5 vagues. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. La vague 5 est ici évidente. Regardez les amis, à quoi correspondent les 3500 $. Tout d'abord, 3500 $, c'est pile poil le report, regardez ici. Vous voyez bien ici l'amplitude, toute cette phase de range ici, entre 1000 et 2075. Je reporte pile poil, j'ai mis l'extension de 1 pour 1 en bleu, regardez bien. J'ai projeté la hauteur de toute cette phase latérale, point haut, point bas, d'accord ? J'ai projeté la hauteur de toute cette phase-là, ici au point de cassure, et ça me donne 3500 $. C'est donc le report du range. Le report, le coefficient de 1 pour 1. Ensuite, deuxième extension importante à suivre. La cible théorique de la vague 5, c'est usuellement 0,618 d'extension du bas de la 1 au top de la 3, reporté au bas de la 4. Le 0,618 a été dépassé depuis longtemps. Dans ce cas, on va chercher l'extension du 1. Le coefficient 1 est ici. Ça donnait 3200 $. Cette cible théorique haussière majeure a été dépassée. Une vague 5 se sous-décompose en 5 temps, à l'intérieur de laquelle on peut calculer la cible de la 5 de la 5. La 5 de la 5, c'est 0,618 d'extension du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Et ça me donne
$3 550. Donc en fait, ici, à $3 500, $3 500, $3 550, passent plusieurs cibles théoriques, notamment celle de la 5 de la 5, mais aussi le report de Sorange. À cela s'ajoutent les enseignements du momentum. Vous avez ici le LMACD, le MACD logarithmique, qui revient sous une résistance vieille de 20 ans, et vous avez le RSI mensuel, qui lui aussi est sous une résistance de 20 ans. Donc moi je me dis, les amis, autant j'ai énormément mis en avant, autant, on s'en fout de moi, autant l'analyse technique mettait en avant ici un signal d'achat, un super timing, tous les objectifs théoriques qu'on pouvait viser. Nous sommes plus d'1 an plus tard, toutes les cibles théoriques sont faites, et partout on joint des résistances. Je me dis, ça valait le coup peut-être de commencer à vous alerter sur le fait que si vous êtes en gain de plus 30, plus 40, plus 50, je ne sais pas quoi, sur vos ETF Gold, je l'espère quand même, j'imagine, c'est le cas quand même, à un moment ou à un autre, si vous êtes à plus 50 et que ça doit retomber à plus 25, bon, ça peut être pas mal de... Enfin, vous voyez, faites ce que vous voulez. En journalier, j'ai pu voir, lire ci et là, double top à $3 500. Je crois pas trop dans ce type de pattern, mais je pense qu'au moins le marché peut temporiser. Alors, imaginons, si pour des raisons que d'ailleurs je vais rapidement évoquer en fin de vidéo, l'or devait aller plus haut, pulvériser les $3 500, et là, nous sommes sur des extensions d'extensions de cibles théoriques, sur des objectifs de cours en fait qui restent théoriques, parce que nous sommes dans un no man's land technique, mais toutes les cibles seront dépassées, et au-delà des $3 au moins on rentrerait dans une phase d'excès final. Nous ne sommes pas là. Alors, bien sûr, il n'est plus temps d'acheter de l'or en bourse. Je ne parle pas sur le long terme, d'accord ? Je parle pas... J'insiste là plutôt sur le fait que des objectifs ont été atteints. Le ratio rendement-risque est désormais défavorable pour quelqu'un qui n'en a jamais acheté. Mettons-nous à la place d'une personne qui s'intéresse à la bourse depuis peu, d'accord ? Qui s'intéresse à la bourse depuis peu et qui découvre et qui lit un article sur la performance de l'or depuis 1 an, depuis le début de l'année. Oh, c'est incroyable, quelle puissance haussière, j'en veux aussi. J'en veux aussi. Ça va encore monter. Nous avons le devoir de lui dire que le ratio rendement-risque, ce n'est pas bon. Ici, le ratio rendement-risque est bon, puisqu'on casse une résistance. La gestion du risque, c'est juste en dessous de la bougie de cassure. C'est quelques pourcentages, avec une espérance de rentabilité qui était énorme, les objectifs théoriques. Mais quelqu'un qui achète ici pour la première fois. Regardez, quelqu'un achète ici pour la première fois. Où sont les supports ? Mettons par exemple le système Ichimoku. Premier support Tenkan, c'est 2900. Kijun, 2006. Et regardez où est le nuage mensuel. $1900. Donc, quelqu'un qui achète pour la première fois là, à 3250, les supports sont super loin. Le risque de retracement est élevé. De grandes cibles théoriques ont été faites. Ici, c'était facile de projeter des extensions, mais au prix actuel, quelle extension on projette ? Des extensions d'extensions ? Ok, oui, c'est possible. Mais là, il y avait une conviction archi forte qu'on irait les chercher. Là, ça devient du domaine de l'exceptionnel. C'est pas sérieux. Pour une première fois, je dis encore une fois, pour une première fois. Donc, le ratio rendement-risque est défavorable parce que les supports sont loin. Quelqu'un qui veut entrer pour la première fois doit au moins attendre un retour sur support. La Kijun Weekly est à 3000, ou au moins attendre la moyenne mobile à 200 jours, la laisser remonter, vous comprenez ? Donc ça, c'est un deuxième argument. Troisième argument, le dollar américain est survendu et sur support technique majeur. Il y a une corrélation inversée historique. Alors, attention, c'est pas du -1 quand même, coefficient de corrélation linéaire, entre le dollar américain et l'or. Mais tout de même,
vous avez ici un graphique de l'or et en bas le dollar américain face à un panier de devises. À chaque fois que le dollar est rentré dans une phase d'appréciation importante, c'était soit une correction de l'or, soit un range. Ici, par exemple, il y avait eu un range de plusieurs mois de l'or entre 1600 et 2000, et ça correspondait à cette envolée du dollar. Là, l'or s'est envolé, le dollar était en range. Le dollar revient dans un bas de range. Il va peut-être casser. Moi, vous savez que je vous ai fait un suivi baissier du dollar, mais il est là, autant il donnait un signal de réintégration. Là, il est plutôt dans un bas de range. Vous prenez le graphique du dollar américain face à un panier de devises. Ici, le DXY en données mensuelles. Bon, j'enlève les enseignements du système Ishimoku. Alors, je ne refais pas de vidéo sur le dollar, hein, je l'ai fait la semaine dernière, je le referai, mais je ne sais pas si la vague est terminée, d'accord? Mais dans tous les cas, autant ici il y avait une raison de vendre, là on a fait quelques extensions, des retracements, vous avez cette ligne de tendance qui est en soutien. Bon, le dollar peut paraître survendu d'ailleurs, lorsque vous regardez le positionnement institutionnel sur le dollar, eh bien on revient sur des niveaux de vente où la position nette peut éventuellement se retourner à la hausse si les fondamentaux l'autorisent. Voilà, le timing est différent de celui-là. Donc il faut être prudent là-dessus. Alors par contre, lorsque vous regardez la position nette institutionnelle sur l'euro-dollar, là il n'y a pas de souci, hein, les institutionnels, les asset managers continuent d'acheter l'euro-dollar, donc de vendre le dollar, mais tout de même, il faut quand même intégrer ce lien avec le dollar, et le dollar qui est dans un bas de range. Si le dollar devait un peu rebondir, ou tenir son bas de range, voilà, ça pourrait, alors naturellement, hein, que casser ce support sur le dollar, et c'est tout à fait possible, renverrait clairement l'or en direction de ces 3500 dollars. Alors après, bien sûr, la question se pose, si l'or devait pulvériser les 3500, 3550, en fait on partirait dans ce type de mouvement ici, qui sont les excès finaux, en surextension. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, au prix actuel, où 99% des acheteurs des ETF Gold sont en gain, il faut gérer son risque. Et je dirais notamment, surveiller la moyenne mobile à 50 jours. Tant qu'elle tient, la tendance est intacte. Si on la casse, cette fois-ci, il y a un vrai risque de retour à la 200. L'écart est important entre les deux moyennes mobiles. C'est aussi une façon de mesurer le surachat. Alors, je continue sur ce cycle haussier de l'or qui est en phase d'épuisement. Du côté des ETF, des flux ETF sur le gold, là aussi ça passe en territoire négatif. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les ETF gold ont énormément contribué à la hausse de l'or depuis le début de l'année. Si vous prenez ici les flux nets sur les ETF gold, quelle que soit la zone géographique et la tendance de l'or ces dernières semaines, vous voyez que c'était vraiment en territoire positif. Alors en grande partie d'ailleurs, lorsqu'on interroge les institutionnels américains, ils nous disent qu'ils vont sur les ETF quand le dollar baisse. Et si vous prenez les raisons de la hausse de l'or depuis le début de l'année, regardez, février 2025, mars 2025, avril 2025, ce qui a poussé l'or plus haut, regardez, c'est en grande partie cet espace vert ici, qui correspond à l'arbitrage vis-à-vis du Forex. Et en particulier, qui correspond donc à la tendance baissière, du gold, du dollar, décidément. Donc là, ce que j'observe, c'est que depuis 2 semaines, attention, il n'y a plus de flux net positif sur le gold. On repasse en neutre ou en légèrement négatif. Donc ça, il faut en tenir compte. Alors que justement, l'or est proche des 3500 dollars. Ensuite, toujours en tenant compte des données officielles, notamment le rapport Commitment of Traders de la CFTC, ce que j'observe, c'est que les institutionnels, je suis ici sur le rapport Commitment of Traders
sur les contrats futurs et les contrats d'options gold, depuis maintenant quelques semaines, les institutionnels ne se mettent pas à vendre le gold. Mais regardez la réduction significative des positions longues, représentées ici par l'histogramme bleu. Donc, s'ils réduisent leur exposition à l'achat, ils ne passent pas vendeurs pour autant, il n'y a pas d'augmentation des positions short, mais nous sommes arrivés en fait à un niveau de prix où ils se disent c'est pas stupide de prendre des profits. Les institutionnels ont souvent raison. Intégrez ça dans votre réflexion. Alors bien sûr, la diplomatie commerciale, ça me paraît important de rappeler que en grande partie, ce qui a permis à l'or d'être en hausse de 20 à 30% depuis le début de l'année, c'est l'incertitude commerciale, c'est le risque commercial. Ce risque commercial qui est extrêmement élevé, lorsque vous prenez par exemple les mentions des managements des entreprises du S&P 500 par rapport au risque commercial, c'est 3 fois plus élevé que la première guerre commerciale lors du premier mandat de Donald Trump. Donc, la guerre commerciale a énormément favorisé, on le voit très bien, la différence entre le Trump 2.0 et le Trump 1.0, et ces données viennent du World Gold Council, le Conseil mondial de l'or. Il y a eu un rôle significatif de cette guerre commerciale dans l'envolée de l'or, et nous sommes désormais non pas dans une paix commerciale, mais nous sommes entrés dans une phase de diplomatie commerciale. Et donc, on peut aussi se dire que, étant désormais entrés dans une phase de diplomatie commerciale, la guerre commerciale sera moins un soutien à la tendance haussière du gold, et notamment si des accords commerciaux devaient être signés. Et si ces accords commerciaux sont signés, c'est aussi parce que les États-Unis ont bien compris le problème de leur dette, et aussi parce que les États-Unis ont bien compris que la Chine détenait une grande partie de la dette américaine et qu'il était temps de trouver un accord commercial avec la Chine. Alors, les taux longs restent élevés à cause de la dette américaine. Les taux longs restent élevés avec la dégradation de la dette américaine. Les taux à court terme restent élevés à cause de l'intransigeance de la Réserve fédérale des États-Unis, avec des anticipations de rebond de l'inflation qui restent élevées. Alors, l'inflation temps réel, elle reste basse, mais attention, elle commence un peu à rebondir. L'inflation officielle, elle est en baisse, mais on se projette sur les prochains mois. Les consommateurs ont toujours une forte inquiétude en termes de rebond de l'inflation. Il y a une incertitude. Truflation commence légèrement à se retourner à la hausse. Dans de telles conditions, il est peu probable que la Fed baisse ses taux, en tout cas pas avant le mois de septembre prochain. Et c'est quelque chose, donc en fait, qui maintient les taux d'intérêt à long terme à un niveau élevé et qui a relancé le rebond des taux d'intérêt à court terme. Il y a une corrélation inversée avec l'or. Donc ça aussi, c'est quelque chose où on peut se dire que ce sera un moteur en moins dans la hausse du gold. Alors, le ratio Bitcoin-Gold, ça c'est aussi quelque chose à surveiller, naturellement. Le ratio Bitcoin-Gold qui a rebondi sur ce niveau de support et donc qui peut créer un arbitrage favorable ces prochaines semaines à l'or numérique en défaveur de l'or classique. Ça aussi, c'est intégré à la réflexion. Et enfin, simplement, pour terminer, imaginons que l'or aille au-delà des $3 550, qu'il dépasse les extensions d'extensions. Oh, rassurez-vous, on trouvera toujours d'autres extensions. Et il partira à ce moment-là dans un mouvement final, un excès final, de nature exceptionnelle, et cela peut être dû à une géopolitique hors de contrôle, à une guerre commerciale qui repart à outrance, ou peut-être à un effondrement du dollar américain. Ça, c'est quelque chose à surveiller, ou à une récession économique mondiale. Et bien sûr, on retrouve là le rôle majeur de la guerre commerciale. En tout cas, chers amis, dites-vous bien une chose, c'est que d'un point de vue technique et d'un point de vue fondamental, on sent que le cycle haussier de l'or perd de son momentum, est en phase d'épuisement, mais il n'y a au stade actuel aucun signal de renversement baissier. Je voulais insister sur le fait que ces $3 500-$3 550 étaient des cibles techniques importantes, qu'elles ont été faites, et que désormais, le ratio rendement-risque est mauvais pour quelqu'un qui souhaiterait rentrer pour la première fois. Merci de m'avoir écouté.